de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs, pour WebPress. WebPress, l'émission qui reçoit les hommes et les femmes des médias. Et je dirais un peu plus hommes des médias, parce que les femmes, il faut les chercher je ne sais où. Mais heureuse en tout cas d'être avec Edmond Izouba de la RTVS 1 et Politico.cd. Très heureuse encore de vous recevoir, Edmond. Merci pour l'invitation, Paulette Kimuto. Eddie Kaniki, journaliste indépendant. Très heureuse d'être avec toi, Eddie. Plus heureux que vous. Merci, c'est gentil. Et ça fait un bail, mais en tout cas, je l'ai cherché par tous les moyens, je l'ai eu. C'est Claude Molichot de la RTNC. Très heureuse d'être avec vous, Claude. Merci, Madame Paulette. Ça fait longtemps, très longtemps même. Voilà, WebPress, en tout cas, c'est votre émission. Nous sommes là pour débattre des temps forts. Et un gros coucou à Ambroise Mamba qui est avec nous aussi. En tout cas, il nous soutient. Il fait un excellent travail à Congo Web Télévision. Et ce retour, vous avez senti que Ambroise Mamba est de retour. Voilà, là, on va parler de trois grands sujets, si le temps le permet, nous allons courir derrière le temps. Nous allons parler vers un troisième dialogue. Les sujets, on va découvrir pour gagner le temps. Et moi, Izouba, tendons-nous aujourd'hui vers un troisième dialogue en République démocratique du Congo, parce que les sorties diplomatiques reprennent. On le sait, Félix est dehors, Cheikh Okitundu est dehors. Vers un troisième dialogue? Il y a d'ailleurs des tribunes qui ont été publiées en ce sens-là, en prouvant noir sur blanc qui avait cette possibilité d'accéder à un troisième round, appeler ça dialogue ou consultation. Mais je ne sais pas si aujourd'hui le troisième dialogue sera vraiment dans le goût de la population congolaise ou de l'opinion nationale qui a tant souffert et il a besoin du changement. Vous savez, madame, nous avons connu pendant la période de 2016 à 2017 deux dialogues qui ont pratiquement duré et qui ont pris du temps. Nous en avons vu de toutes les couleurs, mais je demanderai aussi si nous allons dans le troisième dialogue pour chercher quoi encore, parce que la mise en place des arrangements particuliers, parce que on a dit que les arrangements particuliers, c'est pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais écoutez, les arrangements particuliers, il ne faut pas zapper en un clin d'œil ou dans une baguette de magique un travail, je dirais, fructueusement abattu par les évêques catholiques et la classe politique. C'est quand même, je trouve ça consistant, parce que si vous amenez dans une espèce de troisième dialogue, cela voudrait dire qu'on mettra au frigo l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourtant, il y a quand même un processus électoral qui a été lancé, les élections, je dirais les opérations d'enrôlement qui aujourd'hui continuent de donner des résultats escomptés. Bientôt Kinshasa et la diaspora seront enrôlés. Est-ce qu'il faut aller dans une spirale de dialogue en dialogue pour faciliter ou satisfaire les bas instincts des acteurs politiques? Moi, je crois que entre les deux options, il faut choisir l'idéal. L'idéal aujourd'hui, c'est l'alternance politique. Avant d'arriver à l'alternance, il faut passer par les élections. Ce n'est pas le dialogue qui nous donnera les élections, mais c'est le processus électoral de manière consensuelle qui nous fournira plutôt les élections pacifiques. Donc, comme nous sommes déjà engagés sur cette voie, chercher plutôt un gouvernement responsable qui va décaisser les fonds de manière à permettre à ce que la CENI ne soit plus bloquée. Eddie Kaniki, même question, d'ailleurs ça sera la question avec Claude Molichot, vers un troisième dialogue, parce que il y a une certaine opinion qui pense que les arrangements particuliers ne sont pas mis en route, il y a encore des couacs, tout ça. Est-ce qu'un troisième dialogue décomptera la situation encore une fois? Vous savez, madame, il y a trois réactions qui me font dire qu'effectivement, nous finirons par aller au troisième dialogue. La première réaction, c'est la réaction du rassemblement avec l'UDPS en tête. Vous savez, ils ont fait appel à une marche qui devait avoir lieu ou qui a eu lieu le lundi coulé. Il y a également la réaction des États-Unis à travers la publication. Il y a également la troisième réaction, c'est la réaction de l'Union européenne qui fustige, n'est-ce pas,
la manière par laquelle le Premier ministre Bruno Tshibala a été nommé. D'ailleurs, notre diplomatie a réagi par rapport à ces déclarations. Il faut le dire, je crois, que même le vice-ministre aux Affaires étrangères, Yves Kissombe, a reçu les diplomates belges et de l'Union européenne pour donner leur point de vue. Le gouvernement n'était pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Tout à fait. Madame, vous me mettez là de l'eau dans la bouche parce que cela démontre à suffisance qu'il y a déjà, j'allais dire, antagonisme, mais en tout cas, il y a déjà désaccord entre notre gouvernement, n'est-ce pas, et la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale doit dire un mot par rapport à une affaire interne de la RDC? J'ai commencé par la réaction du rassemblement. Okay. J'ai commencé par la réaction du rassemblement, et derrière les rassemblements, vous le savez, madame, il y a tout un pelletor de la population congolaise. Et donc, la communauté internationale, lorsqu'elle prend position, on dira qu'elle prend position en faveur de cette frange de la population qui n'est pas d'accord avec le mécanisme par lequel Bruno Tshibala a été désigné. Et donc, lorsque nous voyons que la sphère politique de la République démocratique du Congo est déjà divisée en deux, ça veut dire que nous constatons qu'il y a deux partis protagonistes. Et comment ferait-on pour que ces deux partis puissent s'entendre un jour? Je crois qu'on finira par revenir au dialogue afin de ramener tout le monde sur la table, de sorte que la désignation du Premier ministre, l'organisation des prochaines élections, donc, rencontre un consensus pour mettre tout le monde d'accord. Voilà un peu comment je peux aborder cette question sur... Claude Molichot, vers un troisième dialogue, est-ce que ce pays évoluera toujours de dialogue à dialogue? Edmond a dit non, mettons maintenant cap vers les élections, parce que c'est là où il y aura alternance, parce qu'avec les dialogues, il y a toujours formation de énième gouvernement. On y va encore vers un troisième dialogue? Moi, je pense que, madame, je reviendrai sur l'affirmation d'Eddie pour parler du contexte dans lequel Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre. Mais la dynamique du dialogue doit rester en permanence parce que nous acheminons vers les élections. Et dans cette dynamique, il y aura des alliances qui se feront. Et, comme on dit, les alliances se font et se défont. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui passeront de la majorité vers l'opposition et des gens qui passeront de l'opposition vers la majorité. Et on a commencé à voir cette réalité parce qu'aujourd'hui, le professeur Toubaloba qui était du côté de la majorité est passé du côté de l'opposition. Aujourd'hui, et vice-versa. Donc, le dialogue va rester en permanence, mais c'est la donne au niveau extérieur que moi je me dis que cette soi-disant communauté internationale ou soit les Occidentaux, je parle des Européens... Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement Tshibala selon vous? Pourquoi moi je dis qu'il ne faut pas individualiser le débat. Il ne faut pas individualiser le débat. Sami Badibanga a été nommé dans un contexte bien déterminé, l'accord du 18 octobre 2016. Et aujourd'hui, Bruno Tshibala, qui est devenu Premier ministre, elle a été nommée dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016, qui dit que le Premier ministre sera présenté par l'opposition par rassemblement. Selon le rassemblement, il n'existe pas. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais Bruno Tshibala, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, madame, que Bruno Tshibala est de la majorité présidentielle, ou il est de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Non, Bruno Tshibala vient du rassemblement. Et on a présenté une liste de 5, dont Félix Tshisekedi sur la liste, et qui n'a pas été nommé Premier ministre. Si les États-Unis d'Amérique voudraient que Félix soit nommé Premier ministre, ou l'Union européenne, bon, c'est de leur liberté. Ils sont libres de le réclamer, c'est logique. Mais le chef de l'État qui confère le pouvoir au Premier ministre par une ordonnance présidentielle, il a porté son choix sur Bruno Tshibala. Et c'est Bruno Tshibala qui engage le pays en tant que Premier ministre, et c'est le gouvernement qui va nous conduire aux élections. Aujourd'hui, du côté de la majorité présidentielle... C'est le gouvernement Tshibala, selon vous, qui conduira le pays. Moi, j'estime assez que Bruno Tshibala... Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Il ne reste que 7 à 8 mois. Nous devons aller vite aux élections. Le peuple réclame les élections. Le dialogue peut surgir aujourd'hui, une concertation pour voir comment on peut conduire les élections. Oui, c'est bon. Mais moi, j'estime que c'est le gouvernement qui va nous conduire aux élections. Parce qu'on a beaucoup de temps à perdre. Nous ne voudrions pas assez qu'on revienne toujours sur les conciliations politiques, les négociations, on change de gouvernement et le temps passe. Le peuple... Edmond Izouba, vous, je sais que vous êtes dans le siège de Vital Kamerhe et on a ouï dire, d'ailleurs, j'aimerais avoir votre confirmation, votre affirmation. Est-ce que Vital Kamerhe est en train de battre campagne pour le référendum? Parce que cette information a vivement circulé. On a dit que non, Vital, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il veut qu'il y ait référendum. Est-ce vrai? Non, mais moi, je vous dis clairement que, vous
savez, notre classe politique, ça fait un bon bout de temps qu'elle est en train de vivre dans une espèce de diabolisation. Et aujourd'hui, si vous voyez les acteurs politiques en train de se diviser, le lendemain, ils se rendent compte c'est à cause de cette diabolisation qui aujourd'hui les place mal au point au sein de l'opinion. Les gens le brandit comme un argumentaire pour les salir, mais ils oublient peut-être... Il n'a pas prononcé ce mot référendum lors de sa tournée vers Kikwit, tout ça, vers l'Est de la République. Le mot référendum n'a pas été prononcé. Même ceux qui ont aux affaires, je crois que le mot référendum est incendiaire. On ne peut pas le prononcer aujourd'hui. Vital Kamerhe, je crois qu'il est parmi les acteurs politiques qui comprennent vraiment, qui savent comment parler à la population, détecter les moments et les circonstances politiques. Les moments actuellement ne nous obligent plus de continuer à faire, je dirais même un forcing. C'est que les gens devaient se préoccuper aujourd'hui, c'est peut-être les calendriers électoraux. Moi, je pense qu'ils ont vraiment changé le débat aujourd'hui. Nous descendons plus bas que terre pour commencer à parler même des individualités, parler de Félix, parler de Kabila, parler ainsi de suite. Ça affaiblit même on parle de Macron en France. On doit oui, il a dit, on parle même de Mélenchon, de Mélenchon ou quoi, Macron, de Marine Le Pen. Il a juste parachevé mon idée. Donc là-bas, c'est déjà la fièvre électorale. Donc quand on se met dans la fièvre électorale, ce n'est pas encore le moment. Pourtant, ça devait l'être. Regardez 6 mois. Qui reste. Vous avez en face de vous une majorité présidentielle qui vous construit la centrale électorale. Pour vous, ça ne veut rien dire. Pour l'opposition, l'opposition est en retard. Hein, l'opposition est en retard et moi je sais que ça vient du laboratoire de la majorité présidentielle. Faire embrouiller les choses, laisser l'opposition dans une espèce de distraction. En train de chercher la primature à tout prix. Oui, pour décoller. Et Kamerhe a compris, il a détecté qu'il y avait une sorte de jeu qui s'est joué et que s'il se mettait aussi dans cette histoire de poste des individus, il allait perdre son temps. Donc voilà pourquoi il a fait sa tournée, il n'a pas cité les mots référendum. Kamerhe a plus, vous savez, il y a eu des départs à l'UNC, je ne suis pas le porte-parole de l'UNC, vraiment, il y a eu des départs, j'estimais que sa tournée a quand même réconforté les bases de l'UNC à travers l'Est du pays, il était à Kikwit, dans le Congo, ainsi de suite. Donc, le mot référendum n'a pas été prononcé de sa bouche. Comme vous avez invité les gens à se faire enrôler. Mais c'est ça, enrôler. Mais la situation au Kasaï, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a perturbation, il y a des foyers de tension aujourd'hui vers le Kasaï. Est-ce que les gens s'enrôlent facilement à Kananga, au Kasaï aujourd'hui? Non, les élections, l'enrôlement n'a pas encore commencé. Pas encore commencé. Est-ce qu'avec cette tension, on aura des élections paisibles au Kasaï central? Non, les élections, on n'en parle pas encore, on parle de l'enrôlement. Même l'enrôlement, est-ce que ça se fait? Ça va se faire? Ça sera difficile, madame, ça sera difficile parce que je me pose la question de savoir comment est-ce que les gens iront se faire enrôler lorsque ils vivent le jour, enfin chaque jour ils vivent l'insécurité au niveau des Kananga. Et je pense même que une certaine famille politique aimerait bien maintenir, n'est-ce pas, cette insécurité pour faire en sorte que la population de Kananga ne puisse pas se faire enrôler massivement, parce que, croyez-moi madame, c'est une situation qui profitera, n'est-ce pas, à une certaine famille politique, lorsque l'on sait que la famille politique d'en face, n'est-ce pas, a comme fief électoral justement le Kasaï central. Mais je voudrais quand même revenir, si vous permettez, madame, à ce que notre ami Claude venait de dire tantôt, lorsque il revient sur les contextes dans lesquels Bruno Tshibala a été nommé ministre, n'en déplaise à mon confrère Edmond Izuba, qui ne veut pas qu'on parle des individus, mais on ne pourra que parler des individus parce que c'est un premier ministre, on ne peut que... Ce sont les acteurs. Ce sont les acteurs politiques, voilà. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, madame, c'est comment se fait-il que toute une population d'élite congolais arrive à accepter les conditions dans lesquelles la majorité nous met. On a toujours dit dans ces pays que ce qui a dérangé de tous ces pays, c'est l'absence de respect de texte.
Alors, on en arrive aujourd'hui à l'accord de la Saint-Sylvestre. On passe pratiquement 45 jours à 2 mois de discussion autour de l'article qui veut qu'on puisse nommer un Premier ministre au niveau de l'opposition bar rassemblement. Et aujourd'hui, Bruno Tshibala est présenté au président de la République comme Premier ministre par quelqu'un qui n'est pas président du comité des sages du rassemblement. Alors que l'accord dit clairement que le Premier ministre, soit-il la liste, soit-il l'individu, est présenté par le président du comité des sages du rassemblement. Mais Bruno Tshibala, que je sache, n'a pas été présenté par Olenga Koy, qui est président des sages et le rassemblement. Madame, je pense que la présidence a quand même des conseillers juridiques. La présidence a des conseillers juridiques, et ce n'est pas moi ici, je ne suis pas expert en droit, mais je crois que lorsque on réfléchit tout à fait bien, on se rendra compte que Olenga Koy ne représente pas le rassemblement originel. C'est là tout le problème. Bon, le fait est là, Claude, nous allons gagner du temps, qu'on le veuille ou pas, tout ça c'est déjà du passé. Il est Premier ministre, il est d'ailleurs en train de consulter en ce moment. D'une manière anarchique, madame. Je vous en prie, non, ça. D'une manière anarchique. Donc il est en train de consulter. Du rassemblement, il siégeait à la CENCO comme membre de l'Assemblée. Voilà, il est en train de consulter pour vous comment doit être ce gouvernement. C'est le énième gouvernement, comment ça doit se présenter, parce que le cap, comme l'a dit Edmond Izouba, c'est les élections. Comment doit être ce gouvernement éléphantesque, technocrate? Comment ça doit être ce gouvernement, selon vous? Madame, où tout le monde veut y être, on doit faire plaisir à tout le monde. Il faut dire aux téléspectateurs de Web Presse que l'accord définit les modalités de composition de cette équipe gouvernementale. C'est comment? C'est 53 membres. 53 membres. Plus les premiers ministres, c'est 54. Exactement. Et les répartitions des postes a été déjà bien faite par l'accord, les arrangements donc les ministères de souveraineté, par exemple, resteront à la majorité genre affaires étrangères. Non, c'est discutable entre le Premier ministre et le chef de l'État. C'est déjà bien tracé. Il appartient au Premier ministre de discuter sur cette question avec le chef de l'État. Mais on a déjà réparti les quotas, la société civile. Et là, dedans, l'opposition républicaine est là-dedans, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, et là-dedans, les rassemblements et la majorité présidentielle. Il y a 5 composantes qui interviennent dans cette équipe, et Bruno Tshibala est en train de les consulter. Et d'ici jeudi, on va donner les listes, et dans un plus bref délai, l'équipe gouvernementale sera présentée au chef de l'État pour la nomination. C'est ça la procédure. Donc, il ne faut pas dire que non, Bruno Tshibala a été nommé en désordre. Non. Olenga Koy a siégé au niveau des négociations directes à la CENCO comme membre du rassemblement. Et lorsqu'il y a une scission, vous êtes d'accord avec moi que Olenga Koy était avec Bruno Tshibala dans un coin, une frange de rassemblement, et Félix Tshisekedi avec son allié Pierre Lumbi dans l'autre camp, et Patrick Mayombe qui représentait le camp Badi Banga dans un autre camp. Il y avait 3 têtes du rassemblement. Et l'autorité compétente, c'est-à-dire l'hôtel de ville de Kinshasa, où on est allé, les notaires a essayé un peu d'attester que c'est la frange Olenga Koy, ou le groupe Olenga Koy qui engage les rassemblements. Et légalement, c'est Olenga Koy qui a engagé les rassemblements, qui était habilité à présenter la liste auprès du chef de l'État. Pourquoi? Parce que son rassemblement a été légalisé, c'est ça qui lui donne cette autorité. Quand le document est légalisé par les notaires, c'est-à-dire que ça a la force des lois. C'est vraiment, c'est incontestable. Les autres ne l'ont pas fait légaliser, pardon si le terme existe. Qui est légal, qui ne l'est pas, c'est peut-être ça aussi. Non, le problème est que le rassemblement a été créé avec une précipitation parce qu'il fallait accorder ce que la population attendait le 19 décembre, le droit de vote à la population pour qu'on puisse élire un nouveau président de la République. Alors il y avait certains préalables par lesquels devrait passer notamment les statuts du rassemblement, le règlement d'ordre intérieur qui n'a jamais existé. N'ont pas été finalisés. Les statuts d'ailleurs, peu importe, mais c'est plus le règlement intérieur qui devait définir, hiérarchiser. Donc c'est l'aile Olenga Koy qui a amené, qui a fait toutes les démarches, qui a fait aboutir toutes les démarches pour la légalisation. Je vais mon ami, parce qu'il n'était pas question de restructurer le rassemblement aussi longtemps qu'on n'a pas encore enterré Tshisekedi ou Mulumba. Non, c'était ça. Quand vous dites qu'il n'était pas question, c'était ça. Il n'est pas acteur politique. Non, ils se sont convenus. C'était ça la petite convention entre les membres du rassemblement signataires de l'acte de Genval. On attend l'enterrement de Tshisekedi et puis on va parler
de notre famille, notre plateforme, grande plateforme politique après. C'était ça la convention. Non, non, moi, Félix s'est précipité, Félix Tshisekedi s'est précipité. C'est ça, ce sont les faits. Nous devons nous baser sur les faits, nos journalistes. Il ne faut pas s'épiter ou prendre parti pour tel ou tel d'autre. Non, nous devons parler sur base des faits. Et les faits démontrent que Félix s'est précipité avec son groupe de restructurer l'Assemblement. Et ça a créé ça, les réactions, comme on a constaté. Même l'Alternance pour la République, qui sont les membres de l'Alternance qui sont membres de l'Assemblée, ils ont protesté. Oui, c'était ça la vérité. Il ne fallait pas aller à la restructuration. Avant l'enterrement de c'était l'article qu'on va Oui, Edmond, vous allez répondre. Oui, Edmond. Qui prend même place des acteurs politiques. Non, c'est ça le fait. Je vous en prie. C'est un débat interne dans toutes les façons. On doit clairement expliquer à la population. Donc, après les départs de Tshisekedi, de moins en moins, il y a eu de réunions du rassemblement. Et après le décès ou le départ, oui. Quand je dis décès, c'est voilà, ok. Donc, la plupart des réunions qu'on a eues, on parlait restructuration. Non, je vous en prie, je vous en prie. S'il vous plaît, je peux terminer. Donc, il y a même, vous vous rappelez de la commission Kitenge-Yezu qui a été mise en place pour consulter. Ça, ce n'est qu'après la restructuration. Je vous en prie, Claude Moulichou. Non, ce n'est pas après la restructuration. Oui. C'est bien avant la restructuration. Oui. Olengankoy a postulé. Il était membre le jour où il y avait les élections au rassemblement. Beaucoup d'autres étaient également candidats et aspiraient à être prendre la tête du rassemblement pour chapeauter cette restructuration du rassemblement. Et quand ils ont compris que ça n'allait plus marcher, ils ont quitté. Pour moi d'ailleurs, il était mieux de créer un autre groupe ou une autre plateforme électorale, mais ils se sont plus attelés avec le nom du rassemblement. Pourtant, une plateforme électorale a un siège. Les sièges du rassemblement, ça se trouve à Limité. Alors, vous avez un camp qui s'est réuni quelque part et vous leur donnez la crédibilité. Donc, ce sont des faussaires. Il ne faut pas prendre les paroles des acteurs politiques comme des paroles des enfants. Donc, les faussaires, dans le sens où ils ont compris qu'ils étaient dans le faux, ils ont précipité des choses. C'est là où... C'est ça, ils sont allés légaliser et tout. Pour légaliser, c'est du vol. Donc, en tout cas, il faut... en langage qu'ils on appelle ça sauter premier. Ils ont sauté premier. Ils sont allés plus vite en besogne. Donc, moi, je ne voulais pas entrer d'ailleurs dans ce débat. J'ai encouragé d'ailleurs à l'époque, quand il y avait ces désordres au sein du rassemblement, j'encourageais le consensus parce que, vous savez, le bon moment, le vrai moment ne sont pas encore arrivés quand il faudra parler. Moi, je voyais déjà les rassemblements en train de partir, en train de mourir, parce qu'une plateforme électorale, une plateforme de combat, après avoir vaincu le combat, parce qu'il semble que le rassemblement avait finalement vaincu en faisant signer la majorité présidentielle dans un accord où on marque finalement qu'il n'y aura pas de référendum, c'était une victoire. Alors il faut... Ça n'a jamais été dit dans l'accord qu'il n'y aura pas de référendum. S'il vous plaît. C'était dit, c'est clairement dit. C'est dit que les chefs de l'État ne vont plus se représenter, mais ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas de référendum. Il n'y aura pas de référendum, c'est une astuce qui se trouve dans l'accord, je l'ai bien lu. Donc, c'était une victoire du rassemblement. Après la victoire, il fallait penser comment on pouvait peut-être créer une plateforme électorale et à la disparition même du rassemblement. Une plateforme de combat, après les combats, ne doit plus exister. Encore au moins là-bas, on parlait... Nous allons parler de notre sujet. C'est vrai que lundi, ça a été une ville morte, on peut le dire sans trop se tromper, mais c'était prévu une marche pacifique. L'itinéraire était déjà connu. Mais pour vous, cette mutation de la marche à la ville morte, comment vous expliquez ça, Eddy Kaniki? Oui, madame. Moi, j'ai réfléchi. J'ai entendu des gens dire que la journée de lundi a été un échec cuisant pour l'opposition politique. Et moi, j'ai dit, ceux qui ont fait de telles déclarations n'ont pas bien regardé la chose. Moi, j'ai dit, j'étais en face des deux échecs. L'échec, effectivement, de l'opposition, parce que l'opposition n'avait pas programmé une journée ville morte, l'opposition avait programmé une journée de marche. Donc, c'est un échec de ce point de vue-là. Bon, de l'autre côté, j'ai constaté également l'échec de la majorité, parce que lorsque l'opposition appellera à la marche, la majorité, elle, appellera le peuple congolais dans son ensemble, le peuple quinois en particulier, de vaquer librement à ses occupations.
Mais lorsque je regarde bien la journée de lundi, je me rends compte que le peuple congolais n'a pas vaqué considérablement à ses occupations comme à l'accoutumée. Et donc je me dis, d'un côté la majorité, d'un côté l'opposition a connu un échec, mais de l'autre côté la majorité également a connu un échec. Quoi qu'il en soit, la journée ville morte a quand même eu lieu. Et je me dis, si cette journée a eu lieu, cela profite à qui? La journée profite bel et bien à l'opposition. Donc je ne donnerai pas 0 à l'opposition, 0 sur 10 à l'opposition, je donnerai pratiquement 6 sur 10 à l'opposition parce qu'il a réussi quand même à démontrer à la famille politique d'en face que nous sommes capables de mobiliser la population congolaise d'une manière ou d'une autre pour vous mettre les épines sous le pied, de sorte que vous ne soyez pas à mesure de diriger la République démocratique du Congo sans nous, sans le consensus justement que toute la population congolaise recherche et même la communauté internationale. Donc, je crois que la majorité présidentielle doit revoir les tirs prochainement, parce que j'ai ouï dire que l'opposition est en train de se préparer pour différentes activités, et donc prochainement, lorsqu'il y aura un tel appel, la majorité doit réfléchir à 2 fois avant de larguer tout un arsenal de la police et de l'armée sur le terrain, parce que quelque part, ça contribue, n'est-ce pas, à favoriser ou à donner une réponse, là, oui, que la population ne puisse pas sortir, n'est-ce pas, à la démarche de l'opposition politique, voilà. Claude Molichot, marche ville morte, cette mutation, c'est vrai que lundi, ça a été vraiment le silence presque total, parce que toutes les télévisions étrangères en ont parlé, on a eu la présence militaire dans les rues de Kinshasa. Question directe, ça profite à qui a gagné en fait? Madame, d'abord la présence des forces de l'ordre. Les forces sont là pour... Est-ce que ceux qui sont sortis le lundi dernier ont été inquiétés? Non. Il y a des gens qui sont sortis quand même. Il y a quand même quelques arrestations. Oui. On a parlé sortis pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Il y a des gens qui étaient, elle vous a répondu. Non, il y a des gens qui sont allés travailler. Mais ceux qui ont été arrêtés... Il y a des gens qui sont sortis pour aller travailler. Congo a travaillé ces jours-là, RTNC a travaillé ces jours-là, et beaucoup d'organes de presse, les journalistes se sont sortis de chez eux. Mais nous, on n'a jamais de chômage de toutes les façons. De toute façon, nous sommes c'est comme les médecins, il n'y a pas de journalistes, mais dans certaines entreprises, il y a des gens qui ont travaillé. Ils n'ont pas été inquiétés. Donc les forces de l'ordre sont là pour essayer de mettre... Mais est-ce qu'aujourd'hui, soyons sincères, est-ce qu'aujourd'hui il y a des forces de l'ordre dans la rue? Oui, ils sont là. Ils sont là. Postés où? Parce qu'il y a des forces de l'ordre qui circulent en tenue civile. Il y a d'autres qui circulent en uniforme. C'est ça. Quand même être honnête. Non, je suis honnête parce que les gens ne sont pas sortis comme d'habitude le lundi. Mais il y a des gens qui... Franchement, par exemple, en venant chez nous à Congo Web Télévision, est-ce que vous avez vu des forces de police, de l'armée stationnées quelque part? Non, je n'ai pas vu ça comme le lundi. Voilà, comme le lundi. Donc il y a eu quelque chose le lundi. De toute façon, parce qu'il y avait un appel à la marche. Est-ce que la marche n'est pas constitutionnelle? Est-ce que c'est interdit de faire marche à Kinshasa? Non, c'est pas interdit, c'est constitutionnel, mais la loi exige à ce qu'on demande l'autorisation. Et quand on vous l'accorde, est-ce que c'est réellement ce que dit la loi? On informe ou l'autorité n'autorise pas cette marche, c'est-à-dire que on doit reporter soit annuler. Madame Claude Molichot doit quand même dire la vérité. Je vous en prie. Donc cette fois-ci, c'est la question. On saisit l'autorité et on planifie l'itinéraire de commun accord, parce qu'ils ont parlé de l'itinéraire sans pourtant avoir l'aval du gouverneur de la ville qui gère la ville de Kinshasa. Non, il fallait, l'autorité urbaine n'a pas accordé cette marche-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que, il a fallu que l'opposition soit reporte la marche. Est-ce que ça a été une réussite, mi-réussite, mi-échec pour l'opposition? Moi, je pense que la marche n'a pas eu lieu. C'est vrai à Kinshasa, parce que je ne sais pas dans certaines villes de la République, mais à Kinshasa la marche n'a pas eu lieu, sauf qu'il n'y avait pas assez de monde, il n'y avait pas assez de circulation. Les automobilistes ont gardé leurs véhicules, des gens ont fait les pieds pour atteindre les lieux de travail. Comme le dit Edi Kaniki, est-ce que la présence militaire n'est-il pas une présence dissuasive qui fait peur aussi à cette population? On a envie de sortir, mais quand on nous dit qu'on a mis des camions à eau, au chaud dans la ville, il y a trop de militaires, les gens aussi auront peur de sortir. En principe, ça ne produit pas l'effet contraire. La population n'a pas peur des forces de l'ordre. C'est quand
on se répond de quelque chose. Quand on commence à casser ou on commence à vandaliser ou soit à attaquer des gens sur la voie publique, là, on serait inquiété par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont là pour l'ordre et la discipline. C'est pas pour inquiéter. Les gens sont sortis. Je vous ai donné des exemples des entreprises qui ont fonctionné ici. Mais lorsque ça donne Ils n'ont pas été inquiétés. Mais quand on voit quelqu'un en train d'attaquer quelqu'un parce qu'il est sorti de chez lui, ou soit vandaliser, ou soit casser un magasin ou une boutique, là, les forces de l'ordre peuvent intervenir. Oui. Edmond Izouba, c'est vrai que le lundi, RTVS a travaillé, ça c'est sûr. Nous, les journalistes, n'avons pas de repos de toutes les façons. Mais j'aimerais bien savoir, ça sera chaque fois comme ça, parce qu'on a ouï dire que chaque lundi, ça sera comme ça, ville morte, chaque lundi. Ça aura quel impact si on doit continuer ainsi? Parce que de toutes les façons, et après? C'est la question, et après? Ça me donne que Claude Molicho... Vraiment, ça me tourne. Je vous en prie, répondez à ma question. Chacun est libre de donner son point de vue. C'est ça, ouais, presque. Alors, vous avez, à la veille de la marche de l'opposition, un communiqué de la police nationale congolaise qui vous dit clairement tout attroupement de plus de 10 personnes seront matés. Non, dispersés. Et c'est ça ce qui a été constaté dans tout le point chaud de la capitale. Il y avait la présence militaire ou soit de la police. Donc, c'est parmi un élément, il faut dire que la marche de l'opposition n'a pas été autorisée. Mais aussi, s'il faut entrer dans le contexte politique, moi, je sais qu'il y avait une marche qui a été autorisée. Mais après la marche, qu'est-ce que nous n'avons pas connu? F. Bazaïba a reçu une balle sur un de ses pieds, sur la jambe. Ça, il y a longtemps, ça. Non, mais c'était le 25 mai de l'année passée. De l'année passée. Donc, une marche autorisé par le gouverneur de la ville, mais vous avez vu comment ça s'est terminé à l'époque. Voilà, donc c'est bizarre. Mais vous n'avez jamais vu ce que plaît de Bazaïba. Elle n'a jamais montré. C'est quelqu'un qui était blessé, le lendemain, on la voit sur la voie publique. C'est juste une preuve parmi tant d'autres. Non, c'était une déclaration. Nous avons été gazés. Si tu n'as pas l'habitude, je comprends la RTNC quand il y a des marches comme ça, ils ne couvrent même pas. Non. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude, s'il vous plaît, et les meetings politiques. Si vous n'avez pas l'habitude de descendre sur terrain pour vivre, c'est que nous, les journalistes et reporters, nous sommes reporters. Oui, vous faites vos reportages dans des bureaux climatisés, je comprends. Non. Donc, vous comprenez que nous sommes face à un pouvoir qui n'autorise rien venant de l'opposition. Je vous donne encore un cas des 19, 20, 21 janvier 2015 où la marche a été interdite, mais il y avait quand même quelque chose et les lendemains. Donc, moi, échec ou pas échec, c'est un échec, un désaveu total de la population pour l'opposition, mais aussi pour la majorité. Vous devez pour les politiques, pour la classe politique en général, donc la population dit on en a marre pour l'opposition et la majorité. Carton rouge pour la classe politique. Pour la classe politique. Et il y a ce qu'on appelle une voix silencieuse, une force silencieuse de la population qui aujourd'hui ne s'exprime pas encore. Mais moi je me dis, les jours où la population va s'élever, même les gens qui se proclament, qui se disent parler au nom de la population, ils vont fuir ce pays. Donc il faut comprendre que la population en a marre de tous ces acteurs politiques qui ne voient que leurs propres intérêts. Vous avez vu comment est-ce qu'on a diabolisé sur le départ de Félix Tshisekedi D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée. C'est vrai que... voilà, ça où est-il en fait? Où est Félix Tshisekedi aujourd'hui? Non, mais il est au Maroc présentement. C'était pas une fausse information. Alors, j'ai dit... On a voulu... TV 50 et la RNC n'avaient pas tort de nous dire qu'il est parti. Il n'avait pas tort, mais... Il est parti et a laissé sa base seule. Pourtant, c'est lui. Je vous en prie. C'est moi qui fais la police. Qui commente également la tournée de Félix quand il a été reçu par plusieurs chefs d'État. Pourquoi a-t-il abandonné sa base? Alors, pourtant, lui qui avait donné les mots d'ordre pour le meeting. Quelque part, Félix n'a pas bien joué avec la psychologie de l'opinion de la population congolaise. Il est vraiment tombé sur ce piège-là. Je ne sais pas aussi l'opportunité de ses voyages sur le plan diplomatique, voire même de la réelle politique. Donc il a pratiquement pas bien joué.
Mais on a aussi compris qu'il y avait une sorte de désorganisation, malorganisation. La communication est mal ficelée au sein du rassemblement. À la veille, nous apprenons de la bouche de Fayoulou, de Moïse Dozangi, voilà, on avait changé des stratégies. Vous changez des stratégies pendant qu'il y a des arrestations la journée des gens qui ont tenté de marcher. Donc, c'est un échec. C'est un désaveu de la population. Il faut les considérer comme ça. Donc, la population, pour le moment, c'est une force tranquille qui va revendiquer ces problèmes, je crois, bientôt. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, qu'aujourd'hui, l'opposition ne doit pas du tout se bomber des temps, se faire voir comme si c'est l'opposition qui est égale à la population. C'est pratiquement un faux concept. Oui, c'est vraiment pratiquement faux dire que voilà, aujourd'hui, les rassemblements, c'est la population. Ou Olengankoy, c'est la population, ou Kamere, c'est la population. Pas du tout. Pas du tout. La population, c'est, je dirais même l'opposition aujourd'hui, c'est pratiquement toutes les promesses faites par le chef de l'État qui n'ont pas été réalisées au fil du temps. Vous avez un président de la République qui vous dit qu'il respectera la Constitution. On arrive le 19 décembre, il ne respecte pas sa Constitution. On nous a fait rêver pendant la campagne électorale, en 2006 comme en 2011, que le Congo aura des autoroutes, on aura des bateaux de pêche, des stades, je ne sais pas comment, aucun stade, aucun bateau de pêche, aucune autoroute. Finalement, on comprend que Kabila est face à ses propres promesses non réalisées qui aujourd'hui l'obligent à partir et pratiquement à oui, vous allez conclure. Oui, Eddy Kaniki, la question que se rappelle, c'est vrai que Edmond l'a dit, carton rouge à la classe politique congolaise, mais est-ce que vraiment Félix Tshisekedi devait-il partir? Y a-t-il eu communication malaisée, puisque nous, on nous a demandé, nous, Télé 50 nous fait une urgence, urgent, Félix s'en va, et la RTNC prend le relais, je ne sais pas moi quoi, il y en a qui appellent, non, il est là, lui-même il tweet, je suis là à Kinshasa avec vous. Alors, c'est quoi cette communication là autour? Cette question, madame, est une question qui m'intéresse effectivement, parce que tenez, un jour avant la manifestation, le dimanche, qui est venu avant le lundi de la marche du rassemblement, le PPRD a tenu une activité où il fêtait ses 15 ans. Il fêtait son anniversaire. Alors, l'autorité morale du PPRD, que je sache, c'est le président de la République. Pourtant, il n'était pas présent dans les différentes activités. Le président n'est pas membre du PPRD. Hein. Autorité morale. C'est peut-être ça la confusion. Mais il n'est pas membre effectif du PPRD. Autorité morale du parti qui n'était pas là lors de l'anniversaire du parti qui s'est déroulé en deux épisodes. Et ça fait problème? Je vous en prie. Justement pas du tout. Justement pas du tout. Alors je ne vois pas pourquoi à ce moment-là, la présence de Félix n'est pas là, ça poserait problème. Parce que justement la population congolaise ne doit pas réagir parce qu'une personnalité politique doit demander de réagir. La population congolaise ne doit pas faire de marche ou alors des villes mortes parce qu'il y a eu un certain appel d'une autorité quelconque. La population congolaise doit se réveiller et comprendre que la Constitution lui donne le droit de manifester chaque fois et à tout moment qu'elle est mécontente. Et donc, à mon avis, cette journée où il devait y avoir marche est une journée qui avait été appelée par le rassemblement au travers de Félix Tshisekedi en tant que président du rassemblement, mais il n'est pas le seul acteur politique de cette plateforme. Il peut donc aller répondre tranquillement à d'autres responsabilités. Et il y a tout un pléthore de personnalités politiques, de ses collaborateurs qui peuvent bien mener la marche. Alors je voulais donc qu'on fasse cette nuance-là, que la population doit manifester, non pas parce que Félix a appelé. Toutefois, je rejoins Edmond Zuba lorsqu'il dit qu'il y a eu quand même une désorganisation au niveau du rassemblement. La communication surtout. Oui, parce que la veille, nous avons lu des tracts qui appelaient à la marche. Le jour suivant, on va nous dire que non, la stratégie voulait que ça ne soit plus une marche, ça soit plutôt une journée ville morte. Je crois que
sur cette question-là, il y a eu des organisations. Nous allons clôturer par vous, Claude Monichot. C'est vrai que j'essaie de balayer. Edi Kaniki a dit ce n'est pas la personne en soi qui est important, c'est l'idée qui doit faire fonctionner une structure. Donc que Félix soit là ou qu'il ne soit pas là, que le chef de l'État, Joseph Kabila, ne soit pas là ou pas aux manifestations des 15 ans du PPRD. Cela n'a pas empêché le PPRD de manifester. Exactement. Donc que Félix soit là ou pas, et bien la marche aurait pu avoir lieu. Pour vous, ce déficit communicationnel du rassemblement a péché contre Félix Tshisekedi? Non, on a montré qu'il y avait un problème de synergie dans l'action. Vous savez que ce soit Fayoulou, que ce soit Moïndo Zangui ou Félix Tshisekedi ou Kabunda, tous ils sont des rassemblements. Mais on a senti que chacun avait son discours au soir du lundi, 10 avril 2017. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Même si, au niveau de l'IDPS, le soir, on a essayé un peu d'évaluer l'action, mais c'est juste un petit semblant de réunion. C'est-à-dire qu'il y a un problème communicationnel, un problème communicationnel très, très fondamental là-dedans. Madame, vous réunissez, vous prenez la résolution des marchés, et vous appelez à une marche, et la veille, vous quittez le pays pour aller à l'étranger. Et pour faire quoi? Répondre à une invitation d'un allié parce qu'il fallait se rencontrer quelque part. C'était Kaboul qui avait appelé à une marche. Donc Félix était présent. Et Félix a lancé un petit mot d'ordre. Et Kaboul à ses côtés. Ils étaient à deux. On a passé les images, on a vu dans la télévision. Pas à la RTNC en tout cas. Hein? Non, pas à la RTNC. Okay. C'était même à 3, il faut ajouter aussi Pierre Lumbi. Oui, Pierre Lumbi était là aussi. Donc vous avez suivi. C'est-à-dire que j'étais là. En tant que leader, parce qu'il se considère comme leader du rassemblement, et qu'il abandonne les troupes comme ça, à des moments difficiles, parce qu'il faut savoir qu'une action comme celle de marcher, madame, c'est-à-dire revendiquer, entre guillemets, les droits qui ont été bafoués. Donc, le leader devait en principe, sur le plan communication, être présent. Même si on n'a jamais vu... Pour stimuler la foule. Oui, on n'a jamais vu... Félix Tshisekedi, même du temps d'Etienne Tshisekedi lui-même, on ne l'a jamais vu sous la voie publique en train de marcher. Et ce sont des combattants qu'on largue comme ça. Mais en principe, le contexte était... voudrait que Félix soit là, puisque ici... Puisque pour la présence, c'est stimuler la foule. Voilà. C'est malin. Je crois que c'était quand même un moment fondamental pour compléter... Je vous en prie. Je voulais vous compléter. Quand même, Félix... Quand on parle de Tshisekedi, on doit pas vite les comparer à Tshisekedi. Pratiquement, c'est vraiment une comparer à son père. Non, impossible pour le moment. Je l'ai dit ici, je crois, quand vous m'avez reçu une fois, que lui, Félix, devait constituer l'image de son père. Son père, à l'époque, à l'âge de Félix, on le voyait en train de marcher quand il avait encore toute sa force, la force et toutes ses capacités et toutes les facultés. On a vu Tshisekedi marcher. Et quand Tshisekedi marchait, c'est lui qui prenait le devant. C'est lui qui prend le devant, qui brandit même. Et à quelle occasion? Je suis pas là pour poser la question. Moi, ça, je n'ai jamais vu Tshisekedi dans la voie publique en train de marcher. Moi, je l'ai déjà vu. Non, vous parlez de Tshisekedi. C'est le père. Je parle de Tshisekedi. Alors, Félix doit quand même fournir un nombre d'efforts pour aujourd'hui hériter l'ancrage ou carrément la carrière de Tshisekedi. Il y a aussi un aspect très capital que moi je n'ai pas c'est ça le problème. Félix Tshisekedi n'est pas Étienne Tshisekedi. C'est ça le problème. Faut le dire aux gens, c'est pas Étienne Tshisekedi. Que je n'ai pas relevé. Évidemment, quand on a parlé de ce point de presse, moi j'étais là, le point de presse a été dispersé. Tout simplement, il y avait déjà des querelles sur le plan interne, de querelles dans l'UDPS. La population, je dis même les militants, qui étaient fâchés. Pourquoi Kaboul avait demandé à ce que la marche soit programmée le 10 avril. Pourtant, la population avait l'envie de manifester après l'échec des assises de la CENCO. Donc, vous voyez que déjà, il y avait des querelles sur le plan interne que l'UDPS... Nous sommes à la fin de c'est tout à fait normal. Oui, en 2 secondes, je voudrais seulement
rappeler ici que c'est une grave erreur que de vouloir que le peuple puisse s'identifier, n'est-ce pas, à Félix Tshisekedi ou à quelqu'un d'autre. Le peuple Je voudrais dire ici que chaque fois que le peuple attendra de s'identifier à un homme politique, on ne sortira pas de l'auberge. Je voudrais ici donc interpeller le peuple congolais qu'on ne revendique pas parce que le président vous a appelé ou alors parce que c'est Félix Tshisekedi vous a appelé, on revendique parce qu'on est mécontent. C'est constitutionnel. Et Tshisekedi a dit en son temps, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge ne signifie pas rester sur place. C'est le mot d'ordre. Ça, c'est le mot d'ordre. Voilà. Moi, ce que je peux dire. Prenez-vous en charge, c'est ce n'est pas Étienne Tshisekedi Mouluma, c'est Musée Laurent Zédeka. Je suis d'accord avec toi. Ça tient quand même. Ici, nous devons dire que nos amis du rassemblement doivent être humbles et modestes. C'est très fondamental dans le contexte actuel. Nous n'avons pas besoin de l'explosion ou de l'implosion comme on a vécu des cas. Nous sommes à la fin. L'humilité précède la gloire. Il faut être humble et modeste du côté de Félix et du rassemblement. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Merci Edmond Izouba de la RTVS 1. Merci à Politico.cd. Merci pour le travail abattu sur le net parce que nous sommes informés minute après minute avec ces vaillants, moi je l'appelle les jeunes Turcs de la presse. Merci à Eddy Kaniki, de journaliste indépendant. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté d'être des nôtres. Claude Molicho de la RTNC, voilà. Oh non, Paulette ne reçoit jamais les journalistes de la RTNC. Voilà, Claude Molicho est là. Dagudul aussi vient souvent parler avec nous. En tout cas, ici pour WebPress. WebPress, c'est l'émission des hommes et des femmes des médias. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique. Merci alors à tous les journalistes, membres de la structure Presse pour le Progrès. Tic-tac, je le dis tous les jours. On se reverra le mercredi prochain.